Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, visite du chef de l'État en Mauritanie. Bassirou Diomaye Faye et Mohamed El Ghazouani ont discuté de la coopération bilatérale entre les deux pays. La visite d'amitié et de travail a pris fin en fin de journée. Publication des rapports des corps de contrôle. La société civile approuve la décision du chef de l'État. Les rapports de l'OFNAC introuvables. À suivre l'émoi de leur famille. Reportage à suivre à Yumbel. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Bonsoir à tous. Le président Bassirou Diomaye Faye de retour à Dakar suite à sa visite officielle en République islamique de la Mauritanie. Nouakchott, la capitale mauritanienne, délégation présidentielle. Daniel Diouf. Une première sortie diplomatique officielle. La présence du président mauritanien à la cérémonie d'investiture de son homologue sénégalais augurait déjà de ce voyage officiel. Ce déplacement du président sénégalais est une nouvelle impulsion pour élargir le partenariat dynamique noué entre les deux pays dans des secteurs nombreux et variés tels que la pêche, l'énergie et les échanges commerciaux, lit-on dans la presse locale. Pourquoi Nouakchott et non une autre capitale africaine, européenne ou asiatique? Parce que les deux pays sont membres de l'OMVS, très souvent cités en exemple de coopération sud-sud. Par ailleurs, l'exploitation imminente du gaz du projet Grand Tortue Armeïm a déjà permis aux deux États d'intégrer le club très envié des pays producteurs de pétrole et de gaz avec de précieuses ressources financières devant contribuer au financement des programmes de développement dans les deux pays. À Nouakchott, on invoque également la bonne coopération dans le domaine hydro-agricole qui se renforcera avec la construction sur le fleuve d'un pont financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 88 millions d'euros. Cette infrastructure devrait fluidifier sous peu la circulation des biens et des personnes entre les deux pays. Plusieurs personnalités de haut rang dans la délégation présidentielle sénégalaise, notamment le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, le ministre conseiller diplomatique du président de la République, l'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie et puis l'ambassadeur chef du protocole. Cette visite du président Bassirou Diomaye Faye intervient dans un contexte où le Sénégal et la Mauritanie s'apprêtent à exploiter ensemble le champ gazier de GTA Grand Tortue Armeïm confié à l'opérateur British Petroleum. L'expert pétrolier Bachir Dramé revient sur l'importance de ce gisement de classe mondiale. De son excellence le président Bassirou Diomaye Faye en terre mauritanienne revêt une certaine importance, j'allais dire une importance capitale. Certainement au menu, les deux chefs d'État parleront du champ GTA, du projet gazier GTA qui est un projet d'envergure, un projet mondial, un projet qui a démarré depuis maintenant très longtemps et sur qui les deux pays portent énormément d'espoir. Quand on dit que le Sénégal a trouvé du gaz de classe mondiale, on fait certainement aussi à GTA. Alors, il y a aussi le fait que le président Macky Sall, avant de partir, avait discuté avec son homologue mauritanien pour que les deux pays engagent un audit des coûts d'investissement sur GTA. Et certainement, les deux chefs d'État ne manqueront pas d'en faire référence pour savoir quelle est la position à tenir et surtout quelles sont les perspectives à dégager avec les nouvelles autorités. Donc je pense que tout ceci justifie largement le déplacement du président de la République vers la Mauritanie pour une première sortie. Publication des rapports des corps de contrôle, l'ex-Africa salue la décision du chef de l'État. L'organisation de la société civile l'invite à ne pas se limiter à l'annonce. Il s'agit de joindre l'acte à la parole. Voici ce reportage signé Alassane Ba. Tous les corps de contrôle ont l'obligation de publier leur rapport d'activité annuel, mais la réalité est tout autre. Le président de l'ex-Africa salue la démarche du chef de l'État qui, selon lui, traduit une volonté de faire respecter la loi et de promouvoir la transparence. Et d'insister sur les principes de bonne gouvernance
qui sont constitutionnels et organisés par la loi, mais nous l'espérons que ça ira au-delà jusqu'à se départir définitivement de l'impunité. Parce qu'une chose est de déposer les rapports au président, ensuite de les publier. Une autre chose est de donner suite à ces rapports. La finalité de la bonne gouvernance est d'abord de permettre aux citoyens de voir ce qui se fait, c'est-à-dire la transparence dans la gestion, ce qui a également pour conséquence l'amélioration de l'efficacité dans l'action publique. C'est pour cela que également dans une gouvernance démocratique, c'est-à-dire que où le citoyen doit être informé et impliqué sur tout ce que se fait, il y va de la qualité donc de la gouvernance, donc de pouvoir faire appliquer ces dispositions réglementaires qui vont dans le sens d'une gouvernance vertueuse et efficace, qui tient compte aussi de ces principes de transparence, d'accès à l'information, de participation citoyenne, de redevabilité, d'éthique, etc. La secrétaire générale de la CNTS FC Authentique est du même avis. Elle estime qu'il est normal de faire l'état des lieux. Et d'ailleurs, concernant l'audit annoncé du contrat d'affermage dans le secteur de l'eau, elle pense qu'il était temps. Vous savez que les travailleurs ont beaucoup bougé là-dessus. Ils ont fait beaucoup de conférences de presse, ils ont fait des marches, ils ont dénoncé beaucoup de choses, surtout par rapport à ce contrat. Donc, il est temps, le moment est venu de faire le bilan de tout ça, parce que comme ils ont un slogan, Djubal Djubanti, je pense que les choses vont aller. Il faut faire l'état des lieux pour voir les choses plus clairement. Je pense que nous, on est d'accord en tant que travailleurs pour qu'on fasse quand même ces audits pour que vraiment les populations puissent comprendre et puissent savoir ce qui s'est passé, ce qui est allé et ce qui ne va pas. Dans le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l'État a ordonné la publication des rapports des corps de contrôle, mais aussi un audit rapide du contrat d'affermage entre l'État du Sénégal et CNO. Le communiqué du Conseil des ministres annonce également la création d'une direction des affaires religieuses avec l'insertion des diplômés arabes, une initiative fortement saluée par les religieux. Cela vient même à son heure, pense-t-il. C'est un sujet réalisé par Fatou Bintou Conté. La création de la direction des affaires religieuses vient à point nommé. Pour l'imam Omar Diène, il était temps d'avoir un interlocuteur à qui s'adresser en tant que religieux. C'est quelque chose qui arrive ou qui récidive à son heure parce que nous n'avons pas d'interlocuteur en tant que religieux. Nous sommes domiciliés au ministère de l'Intérieur, mais à qui s'adresser? Quelquefois même le ministre n'est pas beaucoup au courant des dossiers ou des sujets à aborder pour certains problèmes qui sont religieux. Et c'est très sensible. Il n'y a pas que les gamous et les magal. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont liées à cette direction et qui interpellent maintenant l'État. Heureusement que l'État a pris conscience. M. Abdoulaye Wade l'avait fait en la personne de l'imam Bamba Ndiaye, qui l'avait nommé à cette direction. Mais malheureusement, ça n'a pas duré. Après les rencontres internationales qui se sont passées, finalement, cette affaire a pris fin. Et que nous, religieux, que ce soit chrétiens, musulmans, que ce soit même ceux qui sont dans les religions traditionnelles ou d'origine catholique, ont besoin d'un interlocuteur à qui parler. Pour le porte-parole du MODAP, mouvement des Domoudara patriotes, la création de cette direction a été une promesse électorale du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. La création de cette direction est une promesse électorale du chef de l'État. Membre de MODAP, cela faisait partie de notre programme, c'est-à-dire faire en sorte que les religions au Sénégal soient organisées. Selon l'imam Malik Drami, l'espace religieux mérite une organisation, d'où la mise en place de cette direction. Nous sommes certes un pays laïque, mais il faut une organisation comme toutes les autres structures. Une direction des affaires religieuses dont les religieux, que ce soit musulmans ou chrétiens, attendent beaucoup en termes de réalisation. Qu'elles prennent en charge le problème qui sont pas seulement des religieux, mais d'ordre général, c'est-à-dire que des cadres des tribunaux départementaux, des imams, du pèlerinage à la Mecque, de beaucoup de choses qui interpellent l'islam.
Donc, comme nous savons au Sénégal l'islam confrérique, mais dans un pays démocratique et religieux, où tout le monde est pratiquant pratiquement, on peut dire à 100%, parce qu'au Sénégal, aussi bien les chrétiens que les musulmans pratiquent à 100% leur religion. Donc, si on a un interlocuteur direct, ça pourrait nous arranger. Et l'insertion des diplômés en arabe, cette vieille doléance, va enfin être concrétisée. Et c'est important parce que beaucoup d'Arabisants sont diplômés pour les insérer dans la société sénégalaise. Il ne suffit pas de les envoyer dans les ambassades seulement. On a besoin de leur expérience pour le travail qui se passe dans notre pays. Parce que c'est des fils du pays qui ont appris une autre langue, qui ont appris une autre écriture, mais qui sont des religieux, mais pas des religieux seulement, mais des administratifs aussi. La mise en place de ces directions va améliorer en quelque sorte la vie communautaire. Et Fat Bintou, tout autre chose, les points forts et faibles de l'Académie de Fatick revue par les autorités de la région. C'est la 11e revue annuelle conjointe du secteur de l'éducation et de la formation. De bons résultats scolaires enregistrés entre 2022 et 2023 grâce à des initiatives, sauf que la présence des élèves dans les séries scientifiques laisse à désirer. 15% seulement, c'est très peu. C'est un reportage d'Aminata Goudiaby, Abdou Karim Bey. Présentation faite lors de cette 11e revue régionale conjointe du secteur de l'éducation et de la formation confirme une nette amélioration des performances scolaires. Ces 2 dernières années, de bons résultats ont été obtenus aux différents examens. L'Académie de Fatick s'est tracé une feuille de route qui a porté ses fruits. Nous avons instauré dans l'Académie de Fatick, depuis 2 ou 3 ans, la mise en œuvre systématique des progressions harmonisées, évaluations standardisées. Au bac, nous avons fait des progrès de 3 points. Au BFM, nous avons fait un bond de 10 points. Et au CFE, nous avons fait un bond de 30 points. Un casse-tête persistant pour les autorités scolaires de la région, le faible taux de présence d'élèves dans les séries scientifiques. La situation n'évolue presque pas. C'est encore faible, c'est encore faible. Ça tourne autour de 15%. Ça veut dire que quelque part, nous avons des lycées qui méritent de prendre en charge l'enseignement de mathématiques, des sciences, du numérique et de la technologie. Pour ce faire, il faut construire des laboratoires, mais aussi il faut rénover l'enseignement des disciplines scientifiques. Dans la région de Fatick, autorités administratives et académiques sont favorables à l'instauration d'une école du futur, c'est-à-dire une éducation plus moderne et accessible à tous. Nous devons aller vers la construction d'une école du futur, une école moderne. Une école moderne, c'est de faire de sorte que le droit à l'éducation soit effectif. Et nous devons travailler à diversifier l'offre d'éducation. On doit aller vers un nouveau programme. La problématique de l'absence d'infrastructures scolaires dans certaines localités a été évoquée lors de cette 11e revue conjointe annuelle du secteur de l'éducation et de la formation. Le gouverneur a beaucoup insisté sur le respect des délais de livraison des chantiers. Dans l'actualité également, un incendie d'une rare violence s'est déclaré à Mbaye Awa, un village situé à une 50aine de kilomètres de la commune de Dara. Une maison a pris feu pendant que les occupants étaient sortis. Aucune perte en vue humaine. Le sinistre a engendré en revanche plusieurs dégâts matériels. Les causes restent indéterminées. Et puis l'autre grand titre de cette édition, 2 cas de noyade dans la banlieue de Dakar. L'émoi des familles de 2 élèves dont leur corps sans vie sont toujours introuvables. Les familles réclament l'aide des autorités. Vous avez entendu dans notre précédente édition le père de famille qui reste sans nouvelles de son enfant Baïsi que vous voyez à l'écran. Tout autre chose, un berger arrêté par la gendarmerie, un cultivateur toujours en réanimation dans le nord. Les éleveurs et de la région Saint-Louis appellent au calme et à la retenue des différentes parties. Ils ont tenu un point de presse pour appeler le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage à venir régler le différend qui oppose les 2 parties. Mamadouba avec notre équipe dans le nord du Sénégal, au Sénégal, à Saint-Louis. Il a été blessé comme Djibika et pourtant il a été relâché. Nous fustigeons ce mal. Vraiment, ce que nous appelons, c'est que on appelle aux Sénégalais de respecter les agriculteurs comme les éleveurs. S'il y a un problème entre agriculteurs et éleveurs, et que la loi ici est là, et on a dit que nul n'est au-dessus de la loi, on doit respecter tous la loi. Il a rassemblé les 2, pour moi, c'est résoudre ce problème. Mais on l'appelle à Bassirou Diomaye Faye, vraiment de résoudre le problème le plus rapidement possible. On ne peut pas assister à un problème qui se date depuis des années, avant notre naissance jusqu'à nos jours. Nous sommes au XXIe siècle. Nous ne pouvons pas rester ici à écouter toujours, à voir ici des gens qui se battent comme des animaux entre un agriculteur et un éleveur. Le monde dépasse là.
l'agriculteur fait une économie pour le Sénégal, mais l'éleveur aussi fait une économie pour le Sénégal. Pourquoi ces deux restent ici à se battre chaque jour? On fustige ce problème et on appelle vraiment à une solution immédiate. Mais retenez aussi qu'on appelle à la libération de Djibika le plus rapidement possible. Son lieu, ce n'est pas dans les casseroles. Il doit retourner à sa famille et vaquer à ses occupations. On en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. Nous nous penchons aujourd'hui sur l'œuvre de Assoura Diawara intitulée Demb ak Tay. L'auteur peint avec nostalgie et précision les couleurs, les sons et les saveurs de son pays natal, contrastant avec ses expériences dans la vibrante capitale française. Ce recueil de poèmes est une invitation au voyage, à une immersion profonde dans la mémoire colorée d'un enfant. Dans Demb ak Tay, l'auteur nostalgique d'hier décrit avec finesse et authenticité tout ce qui fait le charme du Sénégal, son pays de cœur. Note de lecture signée Ibou Diouf. Une production tel un appel à l'évasion, une plongée profonde dans les souvenirs colorés d'un enfant né au Sénégal et ayant achevé son adolescence à Paris. Le tout dans son recueil de poèmes Demb ak Tay. Demb ak Tay, c'est vraiment une synthèse, comme j'aime le dire dans le résumé, c'est une synthèse entre hier et aujourd'hui, où je fais une petite réflexion aussi sur ma vie au Sénégal. Comme j'ai eu le temps d'être éloigné du Sénégal pendant beaucoup d'années aussi, ça m'a donné vraiment le temps de ressentir cette nostalgie. Mon pays m'avait énormément manqué aussi et j'ai mis beaucoup de temps pour revenir ici. Et comme j'ai beaucoup aimé la littérature aussi, je voulais écrire. Il y avait beaucoup de projets, notamment les poésies, les romans. L'auteur nostalgique décrit avec finesse et authenticité cette période de sa vie, évoquant le charme de son pays natal, le Sénégal, ainsi que ses découvertes en France. C'est ce qui m'a poussé à écrire ce recueil de poèmes, qui est composé de 25 poèmes. Et dedans, je parle de sujets généraux, tout ce qui est relatif au Sénégal, de la société, de quelles sont nos valeurs, de comment on perçoit la famille, de quelle est la place dans la religion aussi, de telle sorte que tous les Sénégalais qui puissent le lire puissent trouver une partie de leur pays à l'intérieur, et tous les gens qui ne sont pas des Sénégalais qui le découvrent aussi puissent voir l'identité du Sénégal à travers cela. Donc c'était vraiment le but premier pour mon recueil de poèmes. À travers ce recueil de poèmes Demb ak Tay, Assoura Diawara invite le lecteur à réfléchir sur l'importance de nos racines, de nos expériences de vie et de nos rencontres pour construire une identité. Et quand je fais la comparaison, c'est que le Sénégal, c'est avant tout un pays qui est très très traditionnel. Il y a vraiment un mélange des cultures qui est très puissant aussi. Et nos valeurs sont très ancrées et sont très fortes. Nous sommes beaucoup dans la communauté. Et j'ai fait de mon mieux pour le retranscrire, notamment dans le poème Sedo, où je décris à merveille comment on perçoit le sens du partage dans la version sénégalaise aussi. Parce que nous sommes le pays de la teranga après tout, et c'est ce qui nous définit le plus. À travers une écriture fine et authentique, l'auteur nous fait vivre sa jeunesse entre le Sénégal et la France, nous rappelant ainsi l'importance de la nostalgie et de la découverte dans la construction de soi. C'est un appel à l'évasion vers un monde de souvenirs colorés et de réflexions profondes, nous incitant à apprécier et à célébrer notre propre histoire. Merci Ebou. Et puis un mot de sport, 14 combattants et leurs 6 encadreurs quittent Dakar ce dimanche pour aller défendre les couleurs du Sénégal au championnat d'Afrique de judo 2024 au Caire. Ils comptent y faire bonne figure, remporter des médailles d'or et décrocher des tickets pour les Jeux Olympiques Paris 2024. C'est un reportage de Chersadi Boudjara. Ambition, détermination, les maîtres mots au sein de l'équipe nationale de judo du Sénégal à quelques jours des championnats d'Afrique 2024, du 25 au 28 avril prochain au Caire, en Égypte. Nous sommes fin prêts pour le Caire. Nous avons bouclé avec le ministère le budget qui a été validé avant-hier. Nous partirons avec une équipe complète de 14 combattants et un encadrement technique de 6 personnes. Nos objectifs pour ces championnats d'Afrique, c'est de défendre déjà un titre qu'on avait en individuel avec Mbaye Ndiaye, qui est triple champion d'Afrique, qui va défendre son titre. Nous avons eu l'année dernière 2 vice-champions d'Afrique, notamment Abderrahmane Diaw et Libas Ndiaye, qui aujourd'hui sont en pole position pour être sur la première marche du podium.
Il y a aussi Monica Sagna, qui revient des Jeux africains avec la médaille d'or, qui nous espérons cette fois-ci nous ramènera la médaille d'or en individuel. Nous avons aussi un objectif en équipe. L'année dernière, on a frôlé de peu la 3e marche du podium, sachant que depuis presque 3-4 ans, nous sommes 2e africains, mais l'année dernière, on n'a pas eu la chance à Casa. Mais cette année, nous sommes fin prêts pour quand même remonter sur le podium. En mission, les combattants sénégalais ont les Jeux Olympiques Paris 2024 en ligne de mire. Nous avons Badi Ndiaye qui est presque qualifié. Maintenant, nous travaillons d'arrache-pied pour avoir au moins 1 ou 2 autres personnes pour participer à ces Jeux Olympiques 2024, notamment Abderrahmane Diaw et Monica Sagna. La délégation sénégalaise pour les besoins des championnats d'Afrique de judo 2024 quitte Dakar ce dimanche 21 avril pour s'acclimater avant le démarrage de la compétition en terre égyptienne. Retrouvez toutes ces informations sur notre site internet igfm.sn. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info la suite avec Monsieur Ngouda Falcane, ancien président de la Saint-Tif. À tout de suite.